le doigt dans l'œil. Ouch, 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 ouch. Je suis la gérante du Kilton. On est ici depuis bientôt 8 ans. C'est un bar-restaurant karaoké qui était avant ça une institution, avant nous déjà. Voilà, et on doit bientôt, on ne sait même pas, on n'a pas de date en fait. On n'a pas du tout de date. On sait que le quartier doit être rasé, mais on ne sait pas ni quand, ni comment, ni pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour nous, ni dans quelles conditions. C'est là que je me suis aperçue que la vie allait vite, les changements étaient rapides et que nous n'y avions pas tellement, nous ne pouvions pas avoir une action sur ce volet-là de notre vie. Ça fait quand même au moins 2 ou 3 ans qu'on entend parler que là ça s'accélère un petit peu. Mais bon, accéléré, mais je vous dis, on n'a jamais eu personne qui passe. S'il y a une dame qui vient nous annoncer quand est-ce qu'ils vont bloquer la rue, pendant combien de temps pour les travaux. On a Engie qui nous dit qu'il va y avoir de telle heure à telle heure, tel jour, la coupure de courant. Mais voilà, on est là et on ne sait pas. Donc là, est-ce que ça pourra rester un faubourg ? Je ne sais pas. En tout cas, oui, ça va changer, ça va sûrement se densifier au bord de la route. Et sur les à côté aussi. Comme dans toute la ville, évidemment. Mais je sais pas, on ne sait même pas les projets qu'il va y avoir après. Ils parlent de quartier d'affaires, ils parlent de logements sociaux, c'est rien à voir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, je sais pas comment. Déjà, il n'y aura plus personne d'ici, il y en a beaucoup qui vont partir. Non, ce qu'on pourrait craindre, c'est que ça perde encore en hétérogénéité sociale, notamment. S'il n'y a que des gens comme nous qui viennent, déjà, ça perdra en hétérogénéité sociale, c'est certain. Et puis, dans l'urbanisme du quartier, bon, c'est sûr aussi, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer. Et qui ne sont pas très réjouissantes, quoi. Enfin, qui ne nous paraissent pas très excitantes. Le cordonnier, le pauvre, il avait un bail, je ne sais pas comment, lui, il est parti, le pauvre, avec rien du tout. Bon, ça faisait 30 ans ou 40 ans qu'il était là. Voilà, il y a quand même des choses qui se passent, il y a quand même des êtres humains qui tiennent les affaires, qui ont fait beaucoup de sacrifices familiaux, financiers, etc. Donc ce serait pas mal qu'on les tienne un petit peu au courant, quoi. Ce changement, et même je l'ai entendu dans un débat, un changement de civilisation. On voit un mur, on voudrait l'abattre. mais y pouvons-nous vraiment quelque chose ? Je ne le crois pas. Sélectionnez la carte de fidélité que vous possédez. Choisissez votre mode de règlement s'il vous plaît. Veuillez insérer votre carte bancaire, puis suivez les instructions sur le lecteur carte. Bonjour et bienvenue à Lieu commun, Artist Run Space, Toulouse, pour ce 3e épisode du Doigt dans l'œil. Vous venez de voir notre portail orné par Stroma, proposition picturale des artistes Laurie Marsala et Johan Bergutz. Effacement, recouvrement, strates et affiches viennent rappeler aux passants de la rue d'Armagnac l'absurdité de la fermeture des lieux culturels. Ce n'est pas déliré que d'affirmer qu'ici, dans nos 600 mètres carrés d'espace d'exposition, où les 10 visiteurs autorisés sont en mouvement et n'ont rien à manipuler, que la sécurité est maximale. Essentiel, nous sommes, et d'ouvrir enfin nous voulons. Et comme disait Picabia, seules les choses inutiles sont essentielles. Vous avez aussi retrouvé Sophia El Mokhtar et sa fameuse Bambina, qui nous a embarqués dans un jeu de hasard dont l'heureuse gagnante se fera créditer de mirifiques billets à l'effigie de votre animatrice préférée. Vous avez aussi vu l'épisode 3, crépusculaire, de Vous êtes ici, avec ces machines en train de grignoter notre quartier. Estelle Giron et Johan Bergutz poursuivent leur exploration sensible de bonne foi et des humains qui l'animent. Allez, je vais m'arrêter pour vous laisser en compagnie du fantastique groupe toulousain Marty Wenbach. Joyeux rétrofuturisme qui ne se prend pas au sérieux, ce qui ne rend leur chanson que plus honnête et indispensable à l'écoute.
C'est filmé par l'efficace équipe de Rose. Allez voir leur chaîne. C'est comme d'habitude dans le menu déroulant ci-dessous. C'est parti pour une version acoustique de Bushes par les Marty Wenbach. Prise 4. I've got this done turning in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got a shit climbing in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got this done turning in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got a shit climbing in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. And I try to stop that chronic pain in vain. And I try to stop that chronic pain in vain. I've got this done turning in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got a shit climbing in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. And I try to stop that chronic pain in vain. Try to stop that chronic pain in vain. And I try to stop that chronic pain in vain. Try to stop that chronic pain in vain. I've got this time turning in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got a shit climbing in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got this time turning in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got a shit climbing in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got this time turning in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. I've got a shit climbing in my head now. Turn it off right away, I lose my mind. Ouch!
Comme les Marty, I'm back. Vous venez de voir Nicolas Lacombe, alias Couronnaille. Artiste, musicien, illustrateur, il a inventé sa propre technique. Un dessin fondé par un principe de report de couleurs, prélevé à l'aide d'adhésifs. Une chorégraphie plastique tout en délicatesse qui s'inspire de la silhouette d'une des artistes que vous verrez à la fin de cet épisode. Juste avant, c'était la carte blanche à Émilie Francesquin, une des artistes de nos ateliers. Ici, avec Planter le décor, elle convoque les vêtements et objets qui peuplent ses performances. Performances qui restent dans la mémoire de toutes celles et ceux qui y ont assisté. Ce répertoire chargé et évocateur est mis en scène dans un ballet, paradoxalement sensible et burlesque. And now, One Shot Number 3, la rubrique Cinéma bis du fantasque professeur Thibault qui nous embarque dans une histoire de mondo movie crapoteux. Un film troublant et choquant qui pose la question de la censure. Mais interdire serait nier l'existence d'une pellicule abjecte et occidentaux-centrée. Malheureusement, nous devons nous en rappeler. C'est Sophia El Mokhtar qui s'est coltiné l'OVNI. Elle le magnifie avec un dessin foisonnant, noir, tendu et acéré. Let's go! Eh bien, pour ce coup-ci, on va tenter d'évoquer Adieu Afrique de Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi, Italie, 1966. Adieu Afrique appartient à un genre un petit peu bizarre qui est un petit peu le mauvais canard du film de genre qui est le mondo movie. Alors qu'est-ce que c'est comme mondo movie? C'est un vrai faux documentaire sensationnaliste. Ça fonctionne comment? Quel est le dispositif? Ça fonctionne comme un zapping encyclopédique. Donc on peut passer d'une cérémonie religieuse en Afrique noire à un club de striptease à Paris. Et tout ça bien sûr est relié par un commentaire érudit, en général d'un professeur qui n'existe pas sinon au cinéma. Adieu Afrique est un film un petit peu à part dans le genre du mondo movie parce qu'on peut dire que c'est un petit peu le Citizen Kane du mondo movie. Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi, ce sont eux qui ont planté les bases du genre avec Mondo Cane, une vie de chien qui avait quand même été sélectionnée à Cannes en 1962. Ce coup-ci, les deux compères se sont centrés sur le continent africain et on peut dire qu'ils ont tout mis dans le rouge. C'est un véritable festival. Ils s'intéressent bien sûr à cette époque-là à la décolonisation de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'Afrique était plongée dans un chaos, c'était le chaos le plus total. Ces deux zigotos sont partis filmer là-bas. Ils ont ramené des images à la fois repoussantes et à la fois totalement fascinantes. Ce qu'il y a de merveilleux avec ce film, c'est qu'il y a des moyens véritablement cinématographiques mis au service du documentaire. Donc c'est un festival, c'est des massacres d'animaux, on pourrait même dire meurtre d'animaux. Évidemment c'est des manifestations qui dégénèrent, c'est des luttes raciales, c'est des charniers en putréfaction, c'est, comme je dis toujours, c'est une espèce de carte postale en provenance de l'enfer. Alors on peut voir le film de deux manières, effectivement. La première est de le voir comme quelque chose de presque bidonné, parce que ça aussi c'est chez Jacopetti et Prosperi, ils avaient l'habitude de faire ça, c'est-à-dire si on n'arrivait pas totalement à avoir quelque chose de réel, eh ben, on le reconstruisait sans trop de problèmes et on faisait croire bien sûr aux spectateurs que c'était réel. Sauf que là, les ambitions cinématographiques sont complètement démesurées. On peut voir ça, donc, comme je le disais, d'une manière, on peut se dire c'est un documentaire complètement raciste, ce qu'il est, mais aussi on peut voir ça comme une espèce d'apologie du chaos complètement nihiliste qui aboutit finalement à la négation de l'être humain. Alors, qu'est-ce que peuvent nous apprendre ces films? Parce que c'est plutôt que de les repousser, en fait, il faut savoir les apprivoiser. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait dire à une image? Comment est-ce qu'on manipule une image? Quel commentaire on va mettre sur une image et quel va être le résultat auprès du spectateur? Si vous allumez vos écrans de télévision aujourd'hui, n'oubliez pas, en fin de soirée, après avoir vu toutes ces chaînes d'infos absolument magnifiques, en fin de soirée, très tard quand les enfants dorment,
insérez une petite galette dans votre lecteur de DVD ou Blu-ray et regardez Adieu Afrique et vous en apprendrez beaucoup plus sur la manipulation de l'image et aussi sur l'être humain. Bonsoir. Pour ce 3e épisode de L'artiste est un travailleur et une travailleuse comme les autres, nous retournons de l'autre côté du canal, au Faubourg Bonnefoy, et partons à la rencontre de 3A, où nous retrouvons Julie Martin et Jérôme Dupéra, à l'initiative de ce lieu de travail artistique. Alors 3A, c'est un lieu de travail partagé qui réunit des artistes, des designers, il n'y en a pas actuellement mais il y en a eu, des critiques d'art, historiens de l'art, donc des gens autour de la sphère de l'art on va dire, et qui est aussi occasionnellement un lieu de programmation artistique. C'est avant tout un lieu de travail, mais de temps en temps on range, on pousse un peu les murs et puis on programme des événements, expositions, performances, etc. Je pense que c'est un lieu de diffusion artistique, mais avant tout pour nous c'est un lieu de travail, c'est un lieu à la fois de travail donc plastique où il va y avoir des choses qui se fabriquent, mais c'est aussi un lieu de recherche intellectuelle. L'année dernière, en février, on a vu cette programmation qui était une programmation autour de art et lutte, et c'était un workshop pendant une semaine qui réunissait des artistes, des historiens de l'art, des théoriciens de l'art, et on a travaillé tous ensemble pendant une semaine pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que les liens entre art et lutte, comment ça peut fonctionner donc, d'un point de vue historique, mais aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est vraiment important aussi que 3A, c'est un lieu de travail, quoi, avant d'être un lieu de diffusion artistique. Puis la diffusion et aussi, la programmation artistique est aussi pensée comme une occasion de faire venir des gens qui vont de manière éphémère ou ponctuelle travailler ici et pouvoir rencontrer les artistes qui y travaillent. Et voilà, il y a des gens qui travaillent ici de manière permanente, et puis il y a les personnes qui viennent construire un projet ponctuellement, mais c'est aussi des situations de travail, en fait, ça c'est important. Ouais. Et puis tout à l'heure je le disais en rigolant, mais voilà, il y a des banderoles qui ont été faites ici, mais pour nous c'est important aussi que ça puisse être un lieu où l'association des parents d'élèves à un moment a besoin de se réunir, et puis finalement il se trouve qu'ils vont se réunir ici pour fabriquer une banderole. Ça fait partie aussi des activités qu'on veut pouvoir donner à 3A. C'est vrai que le lieu, quand on l'a choisi au départ, on voulait un lieu qui soit dans le quartier Bonnefoy, dans lequel on habite, parce que il y avait vraiment une idée de vivre dans le lieu où se trouvait 3A. Et ensuite, 3A se trouve plus précisément au sein d'une résidence qui est composée de bars, d'immeubles. Et il y avait l'idée d'avoir un espèce de lien de voisinage avec les habitants de cette résidence. Et nous, ça nous questionne, en fait, on n'a pas de grand discours ou position par rapport à ça, mais on sait qu'on est dans ce contexte-là.
qu'on fait partie des personnes dont l'activité supposément peut transformer, je dis supposément parce que c'est très compliqué de savoir où ça agit, à quel degré, comment, mais voilà, peuvent participer un peu à la transformation d'une identité du quartier. Et on essaie un peu de faire attention à ça, ça va pas se mettre en avant justement comme un supposé truc de valorisation du quartier, ça ne nous intéresse pas trop, quoi. Juste nous, on vit là, on travaille là, et on a envie d'être dans ce quartier au même titre que les autres personnes qui y vivent et qui y travaillent, ni plus ni moins. Notamment, ça passe par le fait d'essayer d'avoir des relations de voisinage, tout simplement, quoi. On a installé à l'extérieur de nos locaux une simèse provisoire qui accueille tous les 15 jours une programmation artistique et qui va s'achever là avec une programmation en lien avec les habitants, puisqu'il y a un groupe d'habitants de la résidence qui a créé un jardin partagé et qui nous a sollicité pour pouvoir exposer sur la simèse. Donc on a fait un projet avec eux qui prend part sur la simèse. Donc il y avait l'idée d'avoir comme ça une sorte d'art de voisinage à travers cette programmation qui a été inventée à cause de la condition sanitaire. Sans transition, Thérèse Pitt et Philippe Pittet viennent de vous faire découvrir les ateliers 3A. Projet initié par Julie Martin et Jérôme Dupeyrat en 2018. Ils se sont inscrits très naturellement dans le quartier Bonnefoy avec finesse et engagement. Autant vous dire, un voisinage heureux. Lieu commun télévision a commencé à la sortie du premier confinement en mai 2020. Nous avons initié ce projet, appris en filmant, comme dirait l'autre, pas de progrès sans pratique, et ces 3 premiers épisodes du Doigt dans l'œil constituent ce que l'on appelle la trilogie originelle. Pour la suite, nous allons élargir nos horizons. Par exemple, l'épisode 4 sera consacré au duo d'artistes et sortira aux alentours de fin mai. À nous, les nouveaux territoires. Wait and see. Vous m'avez détesté dans Curators vs Zombies. Vous avez trouvé déplorable mon interprétation de l'architecte dans King Kong épouse Jean Nouvel. Bon, ok, vous l'aurez compris, je me rêve un peu en star du cinéma bis. Bon, parlons un peu d'onirisme. Et dans ce rayon, l'artiste Mademoiselle Cat est une connaisseuse. Elle est, depuis l'aube des années 90, aux côtés de Miss Van et après Mystique, une pionnière de l'art féminin dans la rue. Avec ses pin-ups, ses baby-dolls colorés, elle a envahi les murs du centre-ville toulousain pour y présenter son féminisme conscient, ludique et sexy. Aujourd'hui, elle réalise des films, des installations et évidemment peint toujours. Pour nous, elle a exploré Bonnefoy avec ses silhouettes aux yeux embués de larmes. Crying Woman est un hommage à Dora Maar, mis en musique par le sorcier numérique Laurent Key. Ensuite, nous nous quitterons avec les mots de David Brunner. Son générique délirant sera illustré par un extrait de Sous tes paupières, la mise en musique d'un poème du regretté critique d'art Pierre Giquel par le groupe Fendischfib. Henning Specht et Pierre Gastou. Ça date de 2002, c'est une véritable perle. Allez, bye bye. Do it like that, pump it up, y'all. Do you have time?